et ce contexte petit à petit, est quand même, bon, il est ce qu'il est. Je pense aussi qu'on vit une période un peu particulière en ce moment en France, du point de vue politique et médiatique. C'est que par exemple avec la baisse du chômage, c'est comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors on s'aperçoit que la précarisation ne cesse d'augmenter. Mais il y a une il baisse pas le chômage, hein, c'est du pipeau, hein, il baisse pas. Oui, bah oui, justement, il y a une euphorie, il y a un climat euphorique créé de toutes pièces qui fait qu'à un moment donné, on se sent un peu dessaisi et dépossédé d'un certain nombre de questions qui avaient émergé il y a quelques années. Et je pense que le contexte en fait, dans lequel on vit est si particulier que la question de la résistance, de toute façon, elle se pose de chacun d'entre nous, dans la mesure où on est dans un monde, quoi qu'on le veuille ou non, on est qualifié ou disqualifié par rapport à notre statut de consommateur. C'est-à-dire, soit on est consommateur sur le marché et on a un droit à l'existence, soit on n'a pas les moyens d'être un consommateur sur le marché, et à ce moment-là on est disqualifié et j'ai mis sur le côté. Alors, là-dedans, la question de la résistance, elle se pose, à mon sens, il y a une expression que j'aime bien, c'est résistance-existence, à coller, dans la continuité. Je pense qu'à un moment donné, c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire, est-ce que, en fin de compte, cette société-là, elle n'induit pas des modes d'existence qui nous dépossèdent de la capacité, on parlait d'art, de la capacité de travailler pour quelque chose qui serait de l'ordre du développement de soi, de ses désirs, de ses aspirations. Et est-ce que la façon dont on vit dans un monde où les pratiques culturelles sont uniformisées par la consommation de masse, on parlait de produits culturels marketing, bon, il y a des conditions d'existence et des conditions de vie qui sont formatées en fonction de cet appel et de cette exigence à laquelle que nous impose cette société, qui nous dit « devenez des consommateurs, vous ne pouvez n'être rien d'autre que des consommateurs ». Alors là-dedans, par exemple, quand on parle de la résistance, il y a aussi un autre mot qui pose beaucoup de problèmes. Je pense que la bataille des mots est décisive. C'est le mot de citoyen. Est-ce qu'on peut encore l'utiliser? Est-ce que c'est quelque chose qui a encore un sens dans la mesure où on ne cesse de nous vendre de la citoyenneté à tout va et à tout vent, en nous disant devenez des citoyens, mais devenir des citoyens dans quelle société? Dans une société qui disqualifie selon la solvabilité sur le marché? Est-ce qu'on peut devenir des citoyens dans cette société-là? Je pense que le problème se situe fondamentalement par rapport à ce contexte économique, social, culturel, qui se détermine en fonction d'un système culturel dominant, qui est l'économie de marché. L'économie de marché, c'est pas seulement des règles économiques, c'est profondément culturel. C'est-à-dire qu'elle induit des modes de vie, elle induit des rapports et des relations des individus les uns avec les autres. Un comportement irrationnel, il y a un complètement schizophrénique. important. Alors quand on dit résistance et alternative, certes, mais quelque part aujourd'hui la résistance elle ne peut se poser que par rapport à l'invention de nouveaux modes de pensée, d'agir et de vivre. Et on ne peut résister qu'en étant à l'affût, qu'en étant soi-même inventeur de sa propre vie. Il n'y a pas d'autre définition de la résistance selon moi. Résister aujourd'hui, c'est inventer, se réapproprier son devenir. C'est-à-dire avoir la capacité de dire oui, je choisis d'avoir le destin que je veux me donner. Et il y a juste une petite digression sur l'art. Il y a une expression que j'aime bien, et c'est peut-être aussi pour enlever délocaliser la question artistique du monde des créateurs grand C, c'est l'art de vivre. On parle d'art de vivre. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi cette question comme ça qui peut se poser comme une question de résistance aujourd'hui. Quels sont les arts de vivre multiples, divers, que nous sommes capables, collectivement, individuellement, d'inventer? Ces arts de vivre ne sont pas les modes de consommation de masse induits par cette société. Je pense qu'il y a des questions qui me semblent essentielles là-dedans. Et je crois que la question de l'art, elle se situe par rapport en fait à une aspiration à vivre selon des buts de vie et non pas soumis à des logiques de survie qui sont impitoyables de toute façon, qui sont et aussi juste pour terminer, quand on disait la mondialisation induit une richesse. C'est celle, en fin de compte, de la mise en relation des peuples et des cultures. C'est peut-être une opportunité. Et pour l'instant, cette opportunité-là, cette richesse-là, c'est-à-dire cette mise en relation des diversités, c'est vrai que l'économie de marché la bloque complètement, puisque de toute façon,
pour l'économie de marché, on n'est que des consommateurs. On n'est pas porteur d'une richesse. On n'est pas porteur de savoir, on n'est pas porteur d'une parole singulière. On est uniquement un compte en banque ambulant, on est un compte en banque bipède. Et c'est ce qui l'intéresse, c'est la solvabilité. Est-ce que vous êtes solvable ou pas? Si vous ne l'êtes pas, on va vous proposer de vivre à crédit. Mais enfin, je pense qu'il y a aussi la logique de la résistance. Elle, nécessairement, par rapport à ce contexte politique, social et culturel actuel, elle se fonde de la question de l'invention de nouveaux modes de vie. Il ne faut pas qu'on puisse la dissocier, justement. Et par exemple, le fait de se retrouver ici ce soir, dans cet espace-là, c'est des moments qui sont quand même singulièrement rares. Quoique, ils ont tendance à se multiplier. C'est pour ça qu'on les filme. Et c'est là que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. Et c'est là qu'il faut peut-être apprendre à refonder et à reformer notre regard sur l'évolution des choses. C'est-à-dire à un moment donné, de ne pas se fixer seulement, enfin, les abcès de fixation comme ça, des sociétés qui sont de toutes pièces fabriquées et créées, nous empêchent de voir ce qui se passe à côté, ce qui se passe à la périphérie. Parce que la périphérie est très riche justement d'inventions de nouveaux modes de vie et d'existence. Parfois pour le pire, mais parfois aussi pour le meilleur. Et c'est aussi, je pense qu'il y a la question dans la résistance du regard est fondamentale. Et enfin, pour terminer, historiquement quand même, quand on parle de résistance, ça fait référence à une période historique très précise qu'est la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle l'ennemi était particulièrement identifiable. Ah non. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on peut identifier l'ennemi de façon aussi simple? Tu connais pas la guerre, mon bonhomme. Prendre les armes. Moi, je veux bien prendre les armes. Certes que lorsqu'on vit dans un monde où on nous apprend qu'il y a 47 pauvres de plus chaque minute, 47 pauvres de plus chaque minute dans le monde, peut-être que ça appelle la prendre les armes. Mais contre qui? Contre qui résister? Je pense qu'aujourd'hui, justement, on a une définition de l'ennemi. On dit résister contre quoi? La définition de l'ennemi, elle est diffuse et elle est insaisissable parce qu'en fin de compte, c'est une culture contre laquelle il faut s'opposer. Et une culture dominante, un modèle culturel dominant qui fait de chacun de nous des consommateurs. Et roi. Irène. Il va me faire rire. Je vais pas arrêter. Je vais pas arrêter de faire donc c'est vrai que dans un monde, non, ça ne mange pas de c'est vrai que si le consommateur est roi un peu, parce qu'il a le grand mérite de pouvoir produire et donc qu'il a une certaine richesse, dans ce monde-là, effectivement, si on ne produit pas, si on ne consomme pas, on est exclu. Donc je trouve ça intéressant de le remarquer. C'est intéressant, mais c'est connu de tous ici. Et ce que je vais dire ne sera pas plus exceptionnel d'ailleurs, mais bon. Mais il me semble surtout qu'il ne faut pas perdre de vue que même celui qui est économiquement inséré dans la société, qui produit, qui consomme, qui produit bien et qui consomme beaucoup, n'est pas pour autant plus heureux parce qu'il n'adhère pas forcément aux propositions du patronat, aux propositions du discours managérial, aux propositions des nouvelles ressources humaines en entreprise, aux propositions des bureaux de formation où on nous apprend tout le temps à être plus rentable, tout en nous disant bien que c'est bon pour nous, parce qu'on apprend des nouveaux outils, on est plus techniquement performant, parce qu'on s'améliore, on se valorise. Et pourtant, on suit tout le temps le schéma de... On est inséré, mais finalement, on n'adhère pas forcément. Et là, il y a une souffrance qui se crée. Je ne la découvre pas, je ne vous la fais pas découvrir, il y a eu des bouquins dessus. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que si aujourd'hui on est là, effectivement, peut-être qu'au niveau associatif, il y a des choses qui se créent. C'est soit quand on est chômeur, donc en dehors du travail, puisqu'on est chômeur, enfin du travail salarié, rémunéré, soit le soir, et un peu de manière consumériste, on participe à la vie associative. Un peu, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, et à la limite, pourquoi pas, c'est pas un jugement de valeur. Mais surtout, il ne faut pas oublier que la résistance, elle doit se faire aussi sur le lieu de travail. Or aujourd'hui, les syndicats, est-ce qu'ils ont la dynamique qu'ont les associations? Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste non plus du monde syndical, mais est-ce qu'il ne faut pas est-ce qu'il y a des syndicalistes ici? Est-ce qu'on a les moyens encore? J'en suis bien heureux, je vois une main et c'est le doigt qui se lève, un autre, c'est formidable, ça croît. J'en ai pas la gueule, faut le faire. Hein. Et effectivement, je me demande si le premier but de l'associatif, qui aujourd'hui a la possibilité peut-être d'être plus reconnu finalement, parce qu'il participe d'un mode culturel où on se dit, il y a une vie après le travail, où on favorise le loisir, même dans l'idée des 35 heures, il y a ce côté-là,
nous balance la sauce, vous serez heureux, vous aurez moins de temps à travailler, bon, vous allez en faire plus en moins de temps, mais bon, le soir vous pourrez participer, avoir une vie associative, culturelle, faire du foot, regarder la télé, enfin bon. Et pas de retraite. Mais finalement, est-ce que l'associatif ne devrait pas essayer de créer des liens dans le syndical, je ne sais pas, essayer de relever un petit peu, parce que c'est au niveau vraiment du temps de travail, au niveau du mode de travail, au niveau du mode de production, sur le lieu de production, que réellement une résistance peut s'organiser. Alors là, je tiens un propos qui est classique, mais tant qu'on n'aura pas effectivement peut-être en main les moyens de production, mais bon là, on embraye déjà sur d'autres choses. Mais chacun son outil. Je finis, puis après tu réponds. J'arriverai pas. En fait, j'ai aucune mémoire sur les phrases. Bah voilà, en fait, j'ai fini. Pardon. Non, c'était juste pour dire ça. Est-ce que c'est bien qu'on soit là, mais comment est-ce qu'on pourrait essayer peut-être de créer des liens avec le monde syndical, parce que même au niveau culturel, au niveau... C'est là que ça se joue actuellement. Bon, moi je bosse, je la vois aussi, la souffrance. Il y a quelque chose à vous dire. Oui, tout à fait. Un syndicat, ils ont un petit budget qui est développé. Oui, mais l'argent, ça fait pas tout. L'argent, ça fait pas tout. Je me trompe peut-être, mais il me semble que les associations sont plus en vogue. Oui, non, mais certes, et en quoi deux mondes différents ne pourraient pas se rencontrer et s'aider. Sur leur temps, parce qu'ils sont bénévoles, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir de quoi? Parce que c'est un temps de loisir et un temps de travail. Excuse-moi. Voilà, ils ne sont pas payés. Bah écoute, tu fais une parenthèse, tu parles d'association, tu parles de syndicat. Non mais les syndicats, ils ont un budget. J'ai pas été clair ou... Non mais ils ont un budget. Non, mais du CE, ils ont un budget. J'ai pas essayé de confondre les deux. Tu fais l'associatif. Voilà. L'associatif, le discours, l'idée que j'avais, mais qui n'est pas forcément fondée, c'est une impression. Je pense qu'on est aussi là pour faire part de nos impressions. C'est que le mode associatif correspond à un modèle. Ça me fait chier par les modèle social. Mais disons qu'actuellement, j'ai l'impression que c'est plus en vogue parce que ça appartient à la société extra-professionnelle. Et finalement, dès qu'on essaie de porter les luttes au niveau du travail, aujourd'hui, on est de toute façon refusé. Je vois, par exemple, avec des dossiers chauds, comme le PAR, des choses comme ça, où effectivement, dès qu'on essaie d'avoir une résistance sur l'aspect, sur le lieu de travail, et en parlant vraiment de travail, d'organisation du temps de travail, et des moyens de production. Parce qu'il y a eu 50 ans de non-écoute entre le travailleur tandis qu'au niveau associatif et l'intellectuel, j'y pensais. Au niveau associatif, j'ai l'impression qu'il y a une souplesse qui est peut-être plus... Ouais, non, mais je la tiens un peu trop longtemps, la parole aussi. Vas-y. Juste essayer de dire qu'effectivement, les associations ont peut-être moins de sous, que les syndicats sont peut-être moins structurés, ont une histoire moins longue, moins... Et bénévole, oui, tout ça certes, mais est-ce que le modèle associatif n'est pas actuellement plus en vogue? Il y a peut-être plus de souplesse, comme on l'entend actuellement, pour pouvoir créer des ponts avec le syndicalisme. Je pense qu'il y a aussi des pendules à remettre à l'heure dans le syndicalisme. Il y a une non-culture, il y a un blocron, ils trouveront une parade. Hein. Oui, certainement. Il y aura un blocage ministériel, un truc, une date, qui t'arrête un machin. Et il y a eu un non-langage, une non-compréhension entre les deux depuis très longtemps. Voilà, c'était le mot de la fin. Entre l'associatif et le syndicalisme. Le mec était dans le charbon, dans le machin, dans le truc. Et les autres, bon, ils écrivaient des papiers. Et c'est complètement contradictoire, une plume et la boue. Et donc, bon, culturellement, on peut en parler. Et l'État en a profité aussi pour mettre ses petites billes dedans. En fait, tu me fais chier. Il y a le droit dans un débat démocratique de se dire ça. Il n'y a pas le droit. Pas le droit. Bonsoir. Mais comme ça, moi, je voulais réagir à ce que Christophe, je crois que c'est ça, disait. Prêtez attention. Ok. Donc en fait, par rapport à ce que Christopher disait tout à l'heure, il a dit une chose très juste. Il a dit qu'il fallait exactement résister, devenir inventeur de sa propre vie et se réapproprier son devenir. Et moi, je trouve que c'est très important parce que le fait de se réapproprier son devenir, c'est prendre conscience de la condition dans laquelle on est. Et en fait, le fait est que si on est aujourd'hui, s'il y a une espèce d'uniformisation de la société
Et si les gens n'ont pas forcément conscience de leurs oppressions, c'est parce que c'est difficile de s'en rendre compte quand on est dedans, en fait. Et c'est pour ça que, enfin, moi je fais du théâtre, et ce que j'espère par le théâtre, c'est justement pouvoir permettre aux gens d'ouvrir les yeux et de se rendre compte de l'univers dans lequel ils évoluent, parce que entrer en résistance, c'est faire un choix. Et je pense que c'est faire un choix qui conditionne un petit peu toute sa vie. Enfin, dans le sens où on va choisir de prendre un certain chemin de vie. Et je pense que c'est un réel choix à faire. Simplement pour faire ce choix, il faut prendre conscience du pas à faire. Et pour ça, il faut prendre conscience de l'univers dans lequel on vit. Et pour que le maximum de gens choisissent d'entrer en résistance, il faut qu'il y ait un ensemble qui leur permette de faire ce choix-là et de leur ouvrir les yeux. Et c'est désuniformiser pour prendre conscience de son oppression. Et enfin, moi personnellement, je pense que ça peut être fait par le théâtre. C'est permettre aux gens de réaliser quelles sont leurs oppressions, où sont leurs oppresseurs, parce que c'est vrai que résister contre quoi, c'est pas facile, mais voilà. Et je voulais juste dire un dernier truc, je pense que c'est résister, c'est au quotidien. Christopher, tu voulais réagir peut-être? Approprier son destin, il faut déléguer son devenir, ce que tu veux, mais enfin pour se réapproprier sa vie tout simplement, il faut déléguer le pouvoir à personne. Tout à l'heure j'entends parler de syndicalisme, les syndicats ils ont des budgets, une association ça a but non lucratif, il y a des syndicats aussi où les gens sont totalement bénévoles, où on ne va pas dans les CE, je ne vais pas faire de la pub, mais où les gens sont mandatés et révocables à chaque instant. Et donc si les gens veulent s'unir, s'organiser, parce qu'on vit effectivement dans une société où... Tu parles de résistance, mais souvent on n'a pas le choix de rentrer en résistance. Quand tu es toxicomane, quand tu es enfermé en psychiatrie, quand tu es tolard, tu résistes à ton corps défendant, mais tu résistes, c'est parce que tu as résisté que tu es là, justement. Quelles que soient les actions que tu as faites. Ce que je voudrais dire, simplement, c'est qu'il y a des gens qui essayent de... Le simple fait qu'il y ait une réunion comme celle-ci, c'est vachement bien. Il y a des tas d'essais d'union entre des gens qui appartiennent à diverses chapelles, à divers groupes. Ça, c'est très bien. Mais si on veut éviter les mêmes pantalonnades qu'un truc comme Attaque ou des choses comme ça, il faut que les gens qui veulent s'organiser ensemble refutent carrément, refusent absolument. Il faut que ce soit des gens je sais pas, du PC, des Verts, des Anards, ce que vous voulez, des gens qui dans les quartiers fassent des unions locales, se réunissent, mais que tous les gens qui appartiennent à ces partis qui se réunissent, eux, ils ont le droit d'y être s'ils sont à la base. Mais on ne prendra jamais aucun apparatchik. C'est-à-dire quelqu'un qui a un mandat, quelqu'un qui est un permanent, quelqu'un qui est payé pour faire de la politique, quelqu'un qui est payé pour ces choses-là, quelqu'un qui a du pouvoir, peut pas rentrer dans une union entre divers groupes qui ont la prétention d'essayer de changer les choses. Parce qu'à chaque fois, on reconduit les mêmes schémas. Et puis ça, on le connaît par cœur. Donc, je sais pas si c'est par le théâtre, là c'est la corde à sauter, le syndicalisme ou autre chose, ou l'association qu'on arrivera à quelque chose. Mais à mon avis, l'axiome de départ, c'est qu'il n'y ait aucun apparatchik, aucune personne soldée pour parler, qui puisse parler. C'est le but Voilà. de la résistance. Ok, on va reprendre. Ariane, peut-être intervenir maintenant. Ariane. Pour parler de résistance, moi je rebondis justement sur le quartier de la Goutte d'Or, qui a résisté vraiment super, vraiment étonnamment bien, parce que c'était quand même un quartier qui était rasé, qui était voué vraiment à une déportation massive des gens du 18e, et qui a résisté sur un mode communautaire. Donc en fait, une résistance, ça se construit. On résiste, d'accord, soi-même, par rapport à soi-même, ça, ok. Mais pour une résistance telle qu'on l'imagine, par rapport à l'art, par rapport à la culture, il faut qu'on soit plusieurs, il faut qu'on soit groupés, il faut qu'on ait plusieurs ouvertures. Et en fait, moi, pour parler du quartier de la Goutte d'Or, au niveau de l'Ego, enfin je ne sais pas si quelqu'un connaît Ego, je veux dire, le quartier de la Goutte d'Or,
Ego, c'est Espoir Goutte d'Or, c'est donc petit à petit, dans les années 80, il s'est avéré que des gamins étaient de plus en plus toxicos et les flics arrivaient,